Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette troisième émission de Refacto. Aujourd'hui, je suis encore une fois très très bien entouré avec... déjà, merci de nous rejoindre, avant de commencer. Et aujourd'hui, je suis avec nous sommes trois aujourd'hui, deux personnes. Vincent. Bonjour. Et Eliman. Bonjour. Et aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est quoi un développeur passionné? Et un sujet vaste, presque philosophique, on en parlait avant l'émission. Et on va essayer de l'aborder un peu sous toutes ses formes. Moi, je vais me présenter, je m'appelle Charles, je suis développeur full stack et en ce moment je suis en mission chez un client où je fais du front. Et pour commencer l'émission, je vais poser la même question qu'à toutes les émissions, je vais vous demander de vous présenter. Vincent, je vais te laisser présenter un peu ce que tu fais. Ok. Donc moi je m'appelle Vincent Dard, je suis développeur full stack de base. Là actuellement je suis en mission pour Se Loger en tant que front développeur pour Angular, donc sur du Angular 13. Mais bon, je touche un peu à tout, je fais du Java aussi à titre personnel et puis du Node.js. Voilà. Alors moi c'est Eliman Sall, enchanté. Donc pareil, développeur, alors surtout back-end depuis quelques années maintenant, mais de base je suis full stack et je suis en mission chez Radio France depuis à peu près 4 ans et demi, et où j'ai eu à faire pas mal de technos très diverses en allant des assistants vocaux à du back-end, à du GraphQL, mais en tout cas tout ce qui tourne autour du back-end, et c'est essentiellement sur des stacks JavaScript. Que ce soit TypeScript ou JavaScript pur, mais voilà, essentiellement du JavaScript. Tout l'écosystème JavaScript côté backend. Voilà, pur back-end JavaScript. On va pas passer plus de temps à se présenter, je pense qu'on va parler de notre sujet. Un développeur passionné. J'avais pris des petites notes en amont, je m'étais dit c'est quoi la définition de la passion selon... alors je suis obligé de me prendre mes notes parce que selon Le Robert, c'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. J'ai état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un et un goût très prononcé, voire irrésistible pour une activité. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le sujet qu'on va aborder en tant que dev? Est-ce que vous avez ce goût irrésistible et un état affectif et intellectuel fort? Et je trouvais la définition intéressante parce qu'on parle beaucoup de passion quand on est dev. C'est un sujet qui revient souvent et qui est souvent évoqué. Et du coup, je trouve ça drôle de prendre la définition littéralement, vraiment très littérale du dictionnaire et de se rendre compte que c'est un truc presque extrême. Mais avant de venir à ça, je voulais un peu poser des questions à ce qui va nous... un peu votre parcours, ce qui nous a emmené là, nous, enfin vous, où on est là aujourd'hui. Et un peu la question que je vais vous poser, c'est quel est le moment pour vous où vous vous êtes dit « Ah ouais, le dev, c'est vraiment c'est mon truc, tu vois. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire dans ma carrière, c'est ça que je veux faire dans ma vie. » Élie, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Alors moi je dirais que il n'y a pas un moment précis où je me suis dit ah oui, le dev c'est vraiment ma passion, ou dans le sens où je me suis dit là c'est vraiment le turning point qui fait que le dev, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment... Mais il y a eu des étapes, et en vrai je dirais que c'est depuis le tout début. Et quand je parle du tout début, je vais raconter un peu une histoire personnelle, mais quand j'étais plus petit, donc vraiment plus petit, vraiment je dirais 5-6 ans, les vendredis ma mère me laissait chez mon oncle. Elle ne pouvait pas me garder l'après-midi, et mon oncle à l'époque il travaillait dans l'IT, donc il travaillait dans la sécurité. Et pour moi, c'était encore très obscur. J'étais très petit. Pour moi, l'informatique, ça reste encore quelque chose de très obscur. Et lui, pour me garder, donc il travaillait, mais en même temps, il me gardait. Et en même temps qu'il me gardait, il me racontait des histoires. Il me racontait ce qu'il faisait, mais en histoire. Ah ouais, et du coup, moi, ça m'a créé un imaginaire depuis que je suis tout petit, dans ce qui est pour tout ce qui est informatique. Donc il était une fois le back-end. Non, c'est pas forcément le back-end, mais alors lui, donc il me parlait de la sécurité. Il me disait bon, là tu vois, j'ai trouvé un virus, je vais le traquer. Okay. Je l'ai trouvé, là je vais le détruire, etc. Et moi dans ma tête c'était une aventure, et j'étais même pressé, quoi, quasiment
Le vendredi matin, j'étais très content parce que je me disais, l'après-midi, je vais voir quel nouveau virus il a découvert. Et à partir de là, c'est ce qui m'a déjà rapproché du monde de l'informatique depuis tout petit. Et du coup, à partir de ça, moi, ce que je voulais, c'était avoir des ordis, essayer de traquer les virus, jouer aux jeux vidéo, etc. En gros, ça veut dire que selon ton anecdote, depuis le début, tu as voulu faire l'informatique, c'est-à-dire depuis que tu étais enfant en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais dévié. Enfin, dès le début, je savais que je voulais faire de l'informatique. Dès le début, je m'étais pas dit, par exemple, peut-être que ça paye mieux, etc. Je vais faire de l'informatique ou quoi. Non, c'est vraiment dès le début que je me suis rapproché de l'informatique. Du coup, tu te souviens à quel âge tu as commencé à écrire ta première ligne de code ? C'est encore flou, mais je dirais que j'avais peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok, ouais. C'est tôt. 12-13 ans, ouais. Encore, c'était... Ouais. Après, ça dépend, il y en a qui commencent beaucoup plus tôt, donc c'est toujours relatif. Mais oui, c'est aux alentours de 12-13 ans. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, je dirais, où j'ai ressenti un plaisir intense à faire du développement, c'est vraiment beaucoup plus tard, donc quand j'étais en école. J'ai fait la Coupe de France de robotique. Okay. Et à l'époque, on était 10 par équipe, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, c'était il y a longtemps. Je suis pas vieux, mais bon, ça, c'était il y a longtemps quand même. On avait préparé le projet depuis 6 mois en amont. Et moi, j'étais chargé de tout ce qui était programmation. Donc, le comportement du robot, en fait, il y avait plusieurs objectifs. Le robot, il devait pouvoir se déplacer, éviter des obstacles et toucher une cible qui était à l'opposé d'un carré. Et pendant 6 mois, j'ai essayé de trouver... Moi, j'étais vraiment responsable de... En fait, tout le code qu'il y avait dans le robot, j'avais quasiment tout codé. Ouais. Okay. Et du coup... pendant 6 mois, on se prépare, on fait le truc, etc. Et le robot, il faisait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire éviter les obstacles, aller au côté opposé. Et la Coupe de France, elle se tenait à Vierzon. Okay. On avait fait 2 robots. Comme ça, on s'est dit, au cas où un ne fonctionne pas, on ne jette pas 6 mois de travail. Et on est arrivé le jour même à Vierzon, assez tard, vers 23h, minuit, un truc comme ça. Et il y avait déjà les autres équipes. Et en fait, c'est sur un week-end, ça durait vraiment pas longtemps. Donc, je sais que la première épreuve, elle était le lendemain à 7h du matin, quelque chose comme ça. Et donc, on arrive, tout de suite, on voit les autres qui sont déjà en train de tester le robot et tout ça. On s'est dit, on va faire pareil. On était déjà bien fatigués, mais on va faire pareil. Et du coup, on teste nos 2 robots. Et il n'y en a aucun des 2 qui fonctionne. Oh no. Et là, il était minuit, quoi. On devait faire les qualifications le lendemain très très tôt. Et donc là, toute la nuit, on essaye de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On avait l'impression de voir que tout allait bien, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte plus tard, parce qu'on avait aussi des gens... avec beaucoup plus d'expérience. Il y avait les professeurs avec nous qui nous ont dit qu'en fait c'était les vibrations qui ont dans la voiture qui ont fait que ça ne fonctionne plus pareil. Et du coup, ce qu'on a fait, pendant toute la nuit, on n'a pas dormi. La première nuit, on n'a pas réussi à trouver de solution ça. parce que le matériel était défaillant. Et du coup, ce qu'on s'est dit, là, au bout vers 6h, 7h, en tout cas 1 heure avant les épreuves de qualification, la première épreuve de qualification, il faut se visualiser un carré où le robot doit partir d'un angle sur un carré. Il part d'un angle pour rejoindre l'autre angle, mais il doit éviter un obstacle qui est au milieu. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit qu'on va résoudre le problème de manière logicielle, informatique, donc juste sa programmation. Et là, toute la pression était sur moi. Il faut se dire que c'était 1 heure avant... tout le monde se tourne vers toi. Tu as 50 minutes pour régler notre problème. Exactement ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a pris les dimensions du carré. On a regardé où se trouvait à peu près l'obstacle. On s'est dit qu'on va programmer en quelque sorte avec le nouveau fonctionnement du robot sorte d'arc de cercle qui fait qu'on éviterait l'obstacle au milieu et toucher l'objectif qui est de l'autre côté.
Donc on fait nos calculs et tout. Bon, après ça reste juste des maths pur et dur, quoi. Et j'implémente tout ça en 50 minutes, j'implémente ce comportement dans le robot. On n'a pas eu le temps de tester ou quoi que ce soit, donc au moment de lancer le truc, on croise tous les doigts. Moi, je me rappelle, j'avais fermé les yeux. En fait, s'il y avait l'échec, on rentrait chez nous et 6 mois de travail. Ça passe. Et là, ça passe. Là, pour le coup, ça passe. Et là, tu as une telle dose d'adrénaline, de dopamine. Et ça, je me rappelle, là, j'en parle 10 ans après, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est génial, en fait. C'est ça qui, pour moi, a créé la passion, en fait. C'est ces petits... tu souffres un peu, peut-être même beaucoup. Après, tu as une récompense qui fait que tu as... Ouais, tu as eu la rançon de ta gloire, en fait. Quoi. Voilà, et en fait, tout le week-end, on a bossé comme des malades. On est arrivé jusqu'en demi-finale. Et franchement, on a dormi chaque nuit 1 ou 2 heures. Mais les heures, on les sentait pas. Mais là, c'était vraiment purement passionné, quoi. C'était vraiment... Tu vivais pour ça, quoi. C'était vraiment le truc. C'est ça. Et ouais, pour moi, c'est ces petits moments, il y en a eu plein d'autres en mission aussi, j'en ai eu. Et à chaque fois où ces moments-là, ils arrivent là, c'est ça qui me conforte dans l'idée que le développement, c'est vraiment un domaine qui... C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire, c'est là où tu veux continuer. Toi, Vincent, comment tu en fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce que là, tu vois, tu viens de décrire parfaitement, à mes yeux, l'essence même de ce qui te passionne dans l'informatique. Moi, ce qui m'a drivé dès le départ, moi je suis pas développeur depuis très longtemps, ça fait 4 ans que je fais du développement, mais depuis que j'en fais, ce qui me drive, c'est les réussites, quoi. C'est ça, en fait, plus c'est difficile, plus tu te dis, je vais le faire. Et puis quand tu y arrives, tu fais, allez là, bim, je l'ai fait là, allez, c'est quoi le prochain challenge là, c'est quoi le prochain, tu vois. Et puis après tu te dis, maintenant que j'ai fait des trucs comme ça, tu fais des projets perso, et puis en fait, après, c'est un peu dangereux parce que tu vois, la passion c'est bien, mais va pas trop loin, va pas te buter trop la tête, tu sais, fais attention à toi aussi, quoi. Moi, je sais que des fois, ma copine me dit, faut que t'arrêtes avec le code, faut que t'arrêtes, il y a un problème, tu vois, donc bon, c'est voilà. Mais est-ce que t'as des problèmes comme ça, toi, des fois? Alors moi, j'ai eu souvent ça. C'est pour ça que quand on me dit, je suis passionné, j'ai envie de répondre, je suis passionné, mais par contre, j'ai des moments où c'est très intense. Et il y a des moments où ça redescend. Mais en fait, il le faut parce que au bout d'un moment, ça te bouffe. Ça te bouffe. Et en fait, tu fais que ça. Par exemple, ce week-end où j'étais en conférence de robotique, j'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Moi, j'étais vraiment à fond dans le truc. Je dormais, je mettais le réveil 2 heures plus tard. Je me réveillais, je repartais dans le code, etc. Et ça, parfois, ça peut durer, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, etc. Mais après, il faut que ça redescende. Parce que sinon, faut pas non plus que ça te bouffe. Mais j'ai exactement... tu peux pas vivre à 200% de toute façon pendant tout le rythme. Toi, t'arrives à te le dire toute seule qu'il faut que tu freines. Non, alors, des fois, j'ai eu des alertes extérieures. J'ai eu des alertes extérieures. Et après, au fil du temps, j'arrive à me dire, oui, il faut que je freine. Mais c'est compliqué de le faire tout seul. Je pense qu'il faut souvent des interventions extérieures qui te permettent de relâcher la pression, de ne pas être non plus dans son monde. Mais c'est vrai que c'est difficile de le faire tout seul. J'essaye de le faire, j'y arrive parfois, mais pas tout le temps, quoi. Donc mais je trouve quand même que c'est important, parce que après, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Personne n'a envie d'être avec, par exemple, le geek qui est vraiment dans son monde associé, qui a sa vision, qui est très enfermé, etc. Après, c'est important de... Être passionné, ça ne veut pas forcément dire être juste enfermé sur ça, c'est juste vraiment le vivre intensément. Et du coup, j'ai quand même une autre question qui est un peu... Bon, c'est pas une question piège, mais on va dire une question un peu malicieuse, je vais dire ça comme ça. Demain, vous gagnez la loterie. Genre, vous gagnez 100 millions d'euros. Vous continuez de faire du dev. Et ma question, c'est si oui, tu fais quoi? Tu finances quoi? Vincent, tu mais moi, c'est clair, 100% oui, je continue. Enfin, je veux dire, en fait, moi, je dev déjà le week-end, même pendant mes vacances. Enfin, ça, c'est en gros... Je me suis souvent engueulé avec des proches parce qu'ils me disaient mais toi quand t'es en vacances t'es pas en vacances en fait, et je leur dis mais enfin moi le dev c'est du jeu, c'est un jeu, c'est voilà, même quand je travaille je travaille pas vraiment, donc oui bien sûr, moi tu me donnes 2 millions d'euros, enfin je gagne euro million demain,
Je m'arrêterai pas de développer, je pourrais pas. Je continuerai à ouvrir un terminal, à lancer des logiciels, à tester des trucs. Enfin voilà, c'est un game quoi. T'as juste un plus grand écran quoi. Ouais. 2 ou 3 plus grands écrans. C'est ça. Toi, Elie, t'en penses quoi? En vrai, c'est une réponse facile aussi pour moi parce que je me suis déjà posé la question et pareil, je Je suis continue. déjà millionnaire, tu sais, donc... J'aimerais bien. Mais non, le jour où ça arrive, je continuerai à dev. Après, je pense que je développerai sous d'autres formes. Peut-être, je sais pas moi, pour des entreprises qui je sais pas, je changerai peut-être plus souvent d'entreprise, je voyagerai beaucoup plus, etc. en étant plus libre. Mais en fait, le truc, c'est que dans le dev, c'est tellement mouvant. Chaque fois, tu as l'impression d'avoir vu plein de choses et puis tu tombes sur un sujet Ouais. et ça te change tout. Tu penses que tu t'es dessus, mais quasiment H24. Moi, je te donne un exemple. Le dernier truc qui m'est vraiment, où j'ai vraiment passé vraiment beaucoup de temps, c'est les éditeurs de code, les IDE. Ah oui, ok. Ça, c'est aussi un débat qui anime beaucoup la communauté. Ouais, Donc, entre VS Code, IntelliJ, etc. Et les outils, Copilot, etc. Ouais. Ça, et moi, j'étais beaucoup sur VS Code. Et récemment, il y a un an et demi, je suis passé progressivement sur Vim, sur NeoVim. Ok. Où tout est paramétrable, où en fait, toutes tes fonctionnalités, tu les codes, ou en tout cas tu récupères beaucoup d'extensions. C'est toi qui les rajoutes comme tu veux. Voilà, tu as quand même beaucoup plus de liberté. Voilà. Et là, par exemple, là, c'était un sujet que je connaissais mais de très loin. Et une fois que je rentre dedans, c'est un rabbit hole, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je suis passé mes nuits, mes week-ends, etc. Et je me développe mes petites fonctionnalités, je les montre au taf. Ils me disent, oh, bah, ça c'est bien, etc. C'est cool. Et au final, il y a toujours ce cercle vicieux ou vertueux, je sais pas. Ouais, où t'as un petit motif shot de nouveau faire dopamine quelque qui te chose. fait, voilà. Ouais. Et en fait, là, je me dis, par exemple, dans 6 mois, je vais tomber sur autre chose, sur, je sais pas moi, par exemple, la programmation fonctionnelle. Une nouvelle techno, un nouveau truc. Et je vais trouver ça révolutionnaire et je vais plonger. En fait, je ne me bats plus contre Ouais. je plonge dedans et au final, c'est fun. C'est des bons moments quand... Mais c'est un truc que j'ai l'impression de voir pas mal de devs qui sont en mode genre, oh, je viens de découvrir ce truc-là et j'ai passé mon week-end dessus. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ce truc-là en mode genre. Mais c'est un peu comme quand tu reçois un nouveau jeu, un nouveau n'importe quoi, un nouvel objet, t'es en mode genre, ah ouais, vas-y, j'ai grave envie de l'essayer, de le manipuler. Et peut-être que tu arrêteras de le manipuler au bout de 2 semaines. Peut-être que ça t'intéressera plus, mais t'as vraiment ce côté-là en mode genre, ah vas-y, j'ai envie de voir à quoi ça sert, j'ai envie de voir comment ça marche. Et une fois que je commence à comprendre, est-ce que ça peut m'être utile? Oui, non. C'est vrai que c'est marrant parce que t'as beaucoup de mèmes aussi qui tournent sur internet, LinkedIn notamment, où tu vois des mèmes de développeurs juniors qui lâchent en 2 semaines, qui lâchent des frameworks anciens, des frameworks anciens de 2-3 ans pour aller vers des trucs nouveaux. Là, je pense notamment à des front-end, t'as Angular, Vue et React, les 3 poids lourds, et t'as du Svelte ou du Vite qui arrive, et là, on se précipite sur le nouveau framework, tu vois, c'est un peu ça aussi. Mais d'ailleurs, toi, tu nous as pas répondu à la question du si t'étais millionnaire. Alors moi, si j'étais millionnaire, alors moi, c'est amusant parce que ça va être un truc un peu différent de vous, parce que je pense que je continue à dev, mais je suis pas sûr que je continue. J'ai plus envie de monter mon projet, quoi. Je me dis, vas-y, l'argent, c'est plus un problème. Je vais commencer à essayer de bidouiller des trucs, et si je vois qu'il y a un petit filon ou un truc qui m'intéresse, ou un truc dans lequel j'ai envie de plonger. Je me dis, ouais, vas-y, pourquoi pas recruter des gens pour quelques périodes, machin et tout. Je pense que mon argent ne tiendrait pas forcément très très longtemps. Je ne serais pas forcément le meilleur des gagnants de l'euro-million. Mais je pense que j'aurais justement envie de beaucoup plus plonger dans ce côté bidouille. Probablement d'ailleurs parce que moi personnellement j'ai un peu plus de mal à dev en dehors de mon taf. C'est-à-dire que contrairement à ce que vous avez décrit, moi j'ai vraiment le moment où quand je fais mon ordi, je fais autre chose parce que j'ai d'autres passions en parallèle. Et du coup, le dev me prend pas... Enfin, j'ai pas la place pour dev, entre guillemets, tout ce que je veux. J'ai un peu une liste dans ma tête en mode genre, il y a des trucs que j'aimerais bien tester quand même. Ah, il y a ce petit truc-là, ça a l'air drôle. On a tous cette liste, je pense. Ouais, je pense aussi, carrément. Et je pense que voilà, moi demain, si je gagne la loterie, je pense que c'est plutôt un truc comme ça que j'explorerais, en mode... il y a trop de trucs à voir, quoi. Ouais. C'est un peu, tu rentres dans une bibliothèque et t'es en mode genre, il y a trop de livres, j'ai envie de tout lire, mais j'aurai jamais le temps.
mais il y en a quand même que je veux lire. Donc je pense que ce serait probablement quelque chose comme ça. Ou alors vraiment, t'as évoqué un peu le sujet, vraiment rejoindre des boîtes et des projets où tu sais que vas-y, je m'en fous d'être mal payé parce que c'est un truc dans lequel je crois. Et là, il y a plein de milieux, que ce soit dans de l'open source, soit dans de la green tech, soit c'est dans des trucs plus vertueux que vraiment le monde entre guillemets du business classique. Mais c'est vrai que je pense que ce serait un peu différent, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on est passionné, c'est de se dire ah ouais, je le quitterai quand même pas entièrement, quoi. Je continuerai quand même un peu, ce serait pas la fin. On a parlé un peu de nous. Je voulais passer sur des questions un peu plus globales. Okay. Et je voulais votre avis sur quelques trucs, notamment une question qui est régulièrement posée. Est-ce que, selon vous, il faut être un dev passionné pour être un bon dev? Et à l'inverse, est-ce que tous les devs qui sont passionnés sont des bons devs? C'est délicat. J'avais promis qu'on partirait un peu sur la philosophie. Voilà, là, c'est retour au lycée. L'un de vous veut commencer? Vas-y, commencez. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il faut être passionné pour être un bon dev? Est-ce que c'est indispensable? Moi, je dirais pas que c'est la passion. Je peux me tromper, mais je dirais pas que c'est la passion qui fait que tu es un bon dev. Je pense que intrinsèquement, c'est le travail que tu fournis, parce qu'on n'est pas en... Je n'ai pas en connaissant le framework React par cœur, etc. Je pense que ce qui te rend bon en tant que développeur, c'est l'expérience, le travail, le fait de se tromper et d'itérer de ses erreurs. Donc au final, il y a quand même une grosse base de travail. Et en fait, le truc, c'est que quand on est passionné, on va travailler beaucoup plus sans s'en rendre compte. On ne va pas compter ses heures et ça va aller beaucoup plus vite. Mais je ne dirais pas qu'il faut être passionné pour être un bon dev. Je dirais que celui qui travaille beaucoup peut être un bon dev, qui travaille beaucoup, qui a le bon mindset, qui sait aussi apprendre de ses erreurs et avancer. Et la deuxième question, c'est est-ce que les devs passionnés sont des bons devs? Des bons devs, ouais. Ça aussi, je dirais pas que les devs passionnés sont forcément des bons devs. Après, ça, c'est très subjectif, mais je te donne un exemple. Il y a plein de débats dans le monde du JavaScript sur est-ce qu'il faut être sur, par exemple, du JavaScript pur ou du TypeScript. Il y en a qui vont considérer que il faut absolument avoir des types, des garde-fous pour avoir un logiciel solide, un projet solide, etc. En tout cas, avoir des... Exactement. Et il y en a qui vont penser exactement l'inverse. Et tu vas même avoir des devs qui sont plus ou moins anarchiques ou anarchistes, je ne sais pas comment dire, c'est pas le bon mot, mais ça va être très lié à ta personnalité, mais pourtant tu peux être passionné. Ouais. Et moi, j'ai vu en tout cas parfois des projets de devs passionnés où je me suis dit, ah, là c'est compliqué quand même. C'est un bazar, Et à l'inverse, je vais voir des devs qui ne sont pas non plus passionnés, mais en tout cas très rigoureux, où je me retrouve totalement dans le code. Donc, je décorrélerai les deux. C'est vrai que tu dis ça, et je vais répondre à ma propre question, du coup. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je pense que aux deux questions, j'ai envie de dire non, parce que on n'a pas forcément besoin d'être passionné pour être un bon dev, parce qu'on a un métier qui est au final technique. Donc, tu peux avoir un excellent technicien, un mec qui connaît les règles, il sait comment faire, et il va savoir dérouler, il va savoir faire son code bien propre dans le cadre, plus ou moins, et ce sera bon. Il fera un bon dev, il fera du bon code. Après, je pense que être passionné, ça va te permettre un peu de passer la vitesse supérieure, quoi. Je pense qu'il y a un moment où la plupart des devs, entre guillemets, qui arrivent à l'excellence, qui vont arriver à la reconnaissance pour leur dev, c'est des mecs qui sont passionnés, des acharnés, quoi. Je pense par exemple à Linus Torvalds, donc du coup le fondateur de Linux, de Git. Tu vois, le mec, même s'il a une réputation à lui, on va dire, par rapport à son caractère et tout ça, mais un gars qui crée Git sur 3 semaines, je crois,
parce qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il y avait avant. C'est vraiment tu vois, le passionné. Bon, je prends un exemple extrême parce que c'est toujours plus facile de prendre des extrêmes comme ça, mais c'est un bon exemple de voilà comment la passion peut te faire un peu step up. Et de l'autre côté, tu as aussi le piège tu l'as un peu décrit du mec passionné qui est en mode ah ouais trop bien et qui va un peu perdre du coup ce cadre, cette rigueur qui peut être nécessaire parfois, un peu prendre du recul. Et voilà, c'est pas parce que tu es passionné que ton code il va être lisible, parce que si tu fais un code en pensant qu'à toi, ce sera ton code, mais ce sera vraiment ton code, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, non, mais comme tu dis, je pense qu'en fait, le point culminant de tout ça, c'est déjà, faudrait peut-être définir ce que c'est qu'un bon dev. Tu vois Là, on est en train de parler de la passion, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon développement? Tu vois, on va te parler de clean code, on va parler d'architecture, de plein de patterns qui peuvent exister pour vraiment faciliter l'abstraction, ou alors, tu vas éviter les duplications de code. Est-ce que tout ça, ça fait partie de Est-ce qu'il faut être passionné pour maîtriser tout ça? Moi, je dirais que non, tu vois. Je suis comme vous, je dirais que c'est décorrélé, parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, tu peux très bien avoir une fureur pour développer tout ce que tu veux développer. Tu peux très bien décider aussi de le développer de manière hyper crade. Ce sera très mal développé, mais t'as la passion, t'as envie d'y aller. Donc, en fait, voilà, tu l'as dit toi-même, c'est ton code à toi, et tu t'en fous royalement qu'il soit pas beau. Juste, toi, tu veux que ça marche pour toi, et donc tu vas passer des jours et des nuits peut-être à faire ça, et ça respectera aucun pattern bien précis, et ce sera hyper difficile à maintenir, mais... Ça sera plein de passion. Exactement. Voilà. On a une question dans le chat qui est un peu liée à ça, qui dit « Est-ce que le talent et la passion suffisent pour être un bon développeur » Une question de Genesis, merci beaucoup. Moi, je veux bien commencer. Je pense que de toute façon, il y a le talent. Il y a des mecs qui sont un peu plus doués naturellement à avoir des trucs, mais je pense que quand tu es dev, l'expérience de toute façon supplantera rapidement le talent, quoi. À moins d'être vraiment le once in a lifetime. Je pense que voilà, c'est vraiment quand tu peux être hyper talentueux, tu seras pas genre t'as des trucs à apprendre, t'as toujours des trucs à apprendre. Donc c'est l'expérience qui fera. Pour moi, l'expérience a plus d'importance que le talent et la passion, mais. Non, mais c'est vrai que après, avec le talent et la passion, t'as les ingrédients pour aller très très vite et avoir beaucoup d'expérience très rapidement. C'est ça. Mais là, juste avec mon expérience personnelle, je me rappelle avoir connu un dev qui était vraiment très très passionné, vraiment à fond, sauf qu'il a développé dans un seul contexte. Toute sa carrière, il était dans un seul contexte, dans un seul cadran, quoi. C'est le technologie seul, ouais. Et il ne s'était pas ouvert à tout le reste. Et du coup, quand j'ai rejoint l'équipe dans laquelle il travaillait, justement, j'ai essayé de challenger certaines choses, etc. Puis je me rappelle, à l'époque, on avait un lead dev qui était arrivé juste au même moment que moi, qui avait aussi d'autres manières de penser, etc., qui challengeaient, qui bousculaient beaucoup ce que ce dev-là avait mis en place. Et bien qu'il était passionné, il y avait quand même plein de choses qui allaient pas, quoi, qui étaient en travers. Et je me rappelle que lui, 6 mois après, il nous a fait un retour à tous où il nous disait que, justement, lui, c'était super qu'il ait eu, justement, ces inputs extérieurs. Et ça l'a même poussé à quitter cette boîte pour après élargir ses horizons de connaissances. Merci à tous. Grâce à vous, j'ai démissionné. Vraiment super, merci les gars. Mais pour le coup, là, c'est vraiment un exemple dans la vraie vie où j'ai un dev passionné, mais qui, justement, en s'étant pas ouvert à d'autres contextes, à d'autres problématiques, etc. Enfin, justement, en fait, c'est de l'expérience. En fait. C'est juste de l'expérience. Ça dépend des projets sur lesquels tu travailles, en fait. Voilà, c'est ça. En travaillant en vase clos, ouais, ça tu pas forcément... Et là, le truc, c'est qu'avec du partage, avec un autre contexte, d'autres points de vue, ça va beaucoup plus vite. Et lui, il était vraiment passionné. Donc, les concepts qui étaient vraiment très compliqués, je me rappelle qu'il les appropriait, mais vraiment très rapidement. Donc, en fait, c'est aussi un catalyseur. Hein. C'est quelque chose qui va t'aider à aller vraiment très vite. Comme tu dis, la passion, en fait, ça te permet de t'ouvrir à n'importe quel challenge qu'on va t'apporter, en fait. Ouais, donc, ça forcément te permet d'aller plus vite dans la compréhension des problèmes. Et évidemment, ceci amène cela. T'es passionné, tu vas forcément être plus enclin à devenir un bon développeur par rapport à quelqu'un qui fait juste son travail. Tu sais, c'est un peu Moi, quand j'ai commencé ma carrière, mon lead dev de ma première mission m'avait dit il y a une différence entre le développeur qui va faire juste ce qu'on lui demande
Donc il va juste poser sa brique sur une maison qui est en construction, et le développeur qui va regarder le plan de la maison et qui va poser sa brique en sachant très bien pourquoi il pose sa brique, tu vois. Et ça m'est resté vraiment dans la tête parce que je me dis, en gros, ton dev regarde l'architecture globale d'une application pour comprendre pourquoi ce dev là il est fait comme ça et pas autrement. Enfin bref. Là, je m'égare un peu, mais ça rejoint exactement. C'est vrai que c'est les interactions que tu as vont toujours être. Mais bon, là, ça va être une très grosse diagonale, mais c'est un truc qui sera vrai pour toutes les passions, pour tout ce que tu fais. C'est tu peux apprendre le plus possible par toi-même à partir du moment où tu vas interagir avec d'autres personnes, et surtout d'autres personnes passionnées, voire même plus compétentes ou avec plus de connaissances que toi. C'est là où tu vas toujours apprendre le plus. Moi, je pense particulièrement à un dev qui m'a beaucoup formé là dans ma boîte actuelle. Qui m'a montré, qui lui était un passionné et qui m'a montré plein de trucs. Et c'est vrai que quand tu interagis avec des gens hyper passionnés, tu as utilisé le mot catalyseur, c'est très vrai. C'est vraiment le truc qui va t'emmener. Et en parallèle, un mec qui est même chose, talentueux et passionné, s'il reste toujours dans son même contexte, même dans sa même boîte, c'est vrai que si la boîte n'est pas une boîte qui permet de bouger en interne, tu peux rapidement arriver dans une situation où en fait, tu travailles sur la même chose et tu évolues clairement. C'est ça. J'avais un autre point, si on peut continuer sur ça. Est-ce que pour vous, la passion, c'est un truc qui est un peu entièrement inné ou c'est vraiment un truc qu'on peut apprendre, qu'on peut acquérir et surtout qui peut arriver, entre guillemets, un peu à n'importe quel âge, à n'importe quel moment? Est-ce que c'est vraiment un truc, pas tant une question d'âge, je dis âge et compagnie, mais je pense plutôt, est-ce que la passion, ça s'apprend dans le dev, dans le contexte du dev? Est-ce que la passion, ça s'apprend? Est-ce que c'est un truc que tu peux récupérer ou c'est vraiment tu l'as ou tu l'as pas, quoi, on-off? Alors qu'est-ce que t'en penses, Elie? Alors j'ai une vision très personnelle de la question et je dirais que la passion, ça va quand même beaucoup dépendre de ton cheminement de vie, de la pédagogie sur laquelle tu es arrivé sur quelque chose, mais je pense que si tu es bon dans un domaine, en fait, je reviens à ce truc-là, ce shot de dopamine que tu as après avoir souffert. Et en fait, quand tu arrives à quelque chose où tu commences à être bon, tu maîtrises ce que tu fais, ça te pousse à aller plus loin, en fait. Et en fait, ça fait un cercle vertueux ou vicieux, selon disons vertueux, on va considérer que c'est pas... Le dev n'est pas une drogue, c'est quelque chose de positif. C'est comme le sport, tu vois, c'est bien. C'est amélioratif, c'est pas péjoratif. Voilà. Parfois, les nuits, quand elles sont courtes, tu te dis, au final, est-ce que c'est pas une drogue? Et en fait, c'est quand tu te nourris de ça, la passion, elle vient très vite. Hein. La frontière, elle est mince. Et moi, je pense que quand tu arrives à être bon, en tout cas à dépasser la barrière où tu comprends pourquoi tu as galéré en amont et tu maîtrises un peu ce que tu fais, tu as envie d'aller plus loin. Ça me fait penser à un autre hobby que j'ai, qui était une passion, mais que j'arrive pas à pouvoir exercer aussi souvent que j'aimerais, mais c'est le surf. Le surf, moi, je me rappelle toujours de ma première vague, quoi. Et que tu galères pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, même des jours, hein, pour certains. Tu te prends la machine à laver dans les vagues, etc. Et le jour où tu te lèves sur ta première vague, tu la prends comme tu veux, là, tu as tout de suite envie de recommencer. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait, le début de la passion. C'est quand tu arrives à être un peu à maîtriser ou à être bon dans un domaine, ça te pousse à aller plus loin. Et là, ça s'enchaîne, quoi. Ça fait l'effet boule de neige. Le premier déclic, la première réussite, le premier... Même si c'est pas une réussite, en mode genre, waouh, trop bien, tu vois, c'est même le premier truc, en mode genre, ah ouais, ça, c'est cool. C'est ça. T'as un moment où tu te dis, ah, c'est trop bien. Et là, t'as envie tout de suite de recommencer, et après, ça s'enchaîne. C'est fou, parce que ça peut... moi, ce que tu décris là, je l'ai vécu pour la science de manière générale. Là, tu vois, je me rappelle quand j'avais 8 ans, j'habitais pas à Paris quand j'étais gosse, j'ai grandi en province, comme les Parisiens disent. Et donc, à 8 ans, je visite Paris et je visite la Cité des Sciences. Je connaissais pas du tout les sciences, j'avais jamais lu, j'étais pas forcément très éveillé à l'époque. Et j'ai découvert la physique, la chimie, j'ai fait waouh, mais c'est terrible! C'est de la magie, c'est de la magie. C'est de la magie qui s'explique en plus, tu vois. Donc je me dis, waouh, mais trop. Et je pense que la passion, elle naît comme ça. Là, tu vois, pour répondre à ta question, c'est pas. Moi, je dirais pas que c'est. Oui, si, c'est inné en fait, c'est inné. Mais c'est juste un domaine qui va déclencher chez toi une envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. Et c'est cette envie qui va
toujours te pousser plus loin. Donc après, oui, pour moi, c'est inné parce que ça dépend de ton caractère, ça dépend de ta façon ok, de penser. ouais. Tu vois comme ça du coup. Tu vois vraiment, c'est vraiment par rapport à toi. Bien sûr, ta Ça personnalité. va être déclenché voilà, ou pas déclenché. exactement. Ouais, ok. Moi, tu vois, j'ai vu que la science, ça m'avait déclenché une envie et du coup, je me suis dit, déjà, je savais très bien qu'à 10 ans, quand on me parlait des études, je savais que je finirais mes études en sciences, quoi. Je le savais déjà, tu vois. C'est intéressant, C'était sûr. Mais, C'est vrai que j'avais pas pensé comme est-ce ça. que si tu n'étais pas allé à la Cité des Sciences, là, Bonne question, est-ce que très bonne question. Moi, je me pose la même question. Si Ouais. je n'étais pas gardé par mon oncle quand j'avais 5-6 ans, est-ce que je me serais intéressé à l'informatique? C'est vrai. Et en fait, peut-être que ça, c'est une petite partie de hasard ou de cheminement de vie, comme je dis, qui fait que tu tombes sur un domaine. Mais je me dis peut-être que dans une autre vie, j'aurais été passionné de botanique, je sais pas. Et en fait, c'est dur à répondre comme question. En vrai. Mais c'est amusant de voir que quand tu te dis ça, tu te dis peut-être que j'aurais été passionné de quelque chose. Comme quoi, pour toi, faut que tu sois passionné un peu pour te plonger dans le travail. Mais et d'ailleurs, c'est une parfaite transition pour ce que je voulais dire, parce que justement, j'allais à l'exact opposé. Est-ce qu'il y a des moments où malgré la passion que tu as pour ton boulot, pour le développement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu es tombé sur le projet ou le truc genre horrible, où rien ne va, où tu as eu genre vraiment cette lassitude, quasiment, genre, pas une lassitude, un burn-out, tu vois, genre le moment où tu te dis, oh vas-y, ça j'en peux plus, quoi. Ça j'en peux vraiment plus. Et est-ce que vous êtes un peu déjà confronté à cette situation? Ouais, alors moi je me suis déjà confronté à ça, mais c'est surtout parce qu'en fait avant, là je fais vraiment du développement web, tu vois, donc full stack, back-end, front-end. Mais j'ai fait une mission pendant 1 an et demi où j'ai travaillé sur l'infra. Et j'ai fait l'infra, oh là là, installation de paquets sur du Linux et tout. Je me suis dit, il faut que je fuis, c'est mort. Mais après, bon, on aime ou on n'aime pas, et il y a différents domaines dans l'informatique, donc oui, effectivement, là pour le coup, j'étais clairement pas passionné, et j'étais très content de retrouver ensuite du Java, quoi. Et t'as un conseil pour éviter ce genre de situation, pour que ça arrive à quelqu'un? En fait, pour éviter ce genre de situation, bah, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut éviter une situation où tu restes confiné dans une mission et que tu t'ouvres pas aux autres technologies. Parce qu'en fait, si tu fais ça et que tu commences, imaginons que pendant 10 ans, tu es resté sur une mission, que tu commences à pas l'aimer, mais que pendant 10 ans, tu t'es ouvert à rien, le monde de l'informatique, ça va très vite. Ouais, ça va très très clair, vite. En 10 ans, si tu t'es pas ouvert aux autres technos, bah, accroche-toi bonhomme parce que je peux t'assurer que si tu cherches une autre mission, bah, tu as intérêt à avoir des compétences solides parce que clairement, personne t'embauchera si tu n'as pas des compétences solides dans une techno bien particulière. Et donc mon conseil c'est démissionner. mais avant de démissionner, trouve-toi un projet perso dans une nouvelle technologie sur laquelle tu dois monter en compétences et fais-toi plusieurs projets GitHub et là ouais tu fais une transition toute douce de la mission que t'aimes pas vers vers quoi tu veux aller tout simplement. Ouais. C'est de raviver la flamme. Voilà, c'est ça. Pour prendre l'expression. Elie, toi, tu as eu une expérience un peu de le projet de l'enfer, le truc j'en peux plus, je vais me barrer élever des chèvres. Alors alors justement suite à l'histoire avec mon oncle, moi j'ai commencé l'informatique en cybersécurité. Ah ok. Et en fait je me suis rendu rapidement compte que c'était pas comme je l'avais imaginé, moi. C'était pas du tout tu vas traquer un virus, non, c'est pas du tout ça, c'est très cadré, c'est très normé, etc. Et par contre, dans ce contexte-là, parce que j'en ai fait pendant 2 ans, dans ce contexte-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de tâches très répétitives que je faisais. Et moi, ce qui me faisait le plus kiffer, c'était vraiment d'automatiser, de gagner du temps sur toutes mes tâches. Donc, la partie dev, en fait. Et j'avais mes petits scripts qui automatisaient mes trucs. Et j'étais très content une fois qu'ils marchaient, quoi. Et j'étais presque plus content quand je faisais marcher ces scripts-là que quand je faisais justement mes missions en cybersécurité. Et puis au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir dans ça que dans la mission principale qui est de faire de la cybersécurité. Donc j'ai logiquement changé, mais c'est clair que là, pendant 2 ans, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? En fait, ça joue sur ton moral et tout ça. Et là, à partir de là, tu as quand même des petits warnings qui te font... Qui te permettent justement de dire peut-être que ça, c'est pas le domaine qu'il faut pour moi et justement, il faut changer. Et aussi, dans le dev, j'ai aussi eu des projets bien compliqués, on va dire. Et là, ce qu'il faut... Enfin, là, en tout cas, moi, ça m'est arrivé en tout cas une fois où c'était vraiment très compliqué. Alors, je suis resté jusqu'au bout. Et au final, je suis content d'être resté jusqu'au bout parce que, pour le coup, j'ai pris pas mal d'expérience sur ça. J'ai eu une expérience où j'ai vu tous les trucs qu'il fallait pas faire, quoi, en tout cas, dans un projet.
Et au final, ça me sert toujours là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça m'a tellement marqué que donc en fait, il y a différents scénarios. Ouais. Mais en tout cas, quand on n'aime pas quelque chose, je dirais que si on a la possibilité de changer, faut tenter de le faire, quoi. C'est amusant parce que ta première anecdote sur la cybersécurité, ça rebondit avec quelqu'un dans le chat qui a dit 6 sujets 111 qui vient de dire peu importe le domaine, la seule différence entre passionné et non passionné est que les non passionnés, ils n'ont pas encore trouvé leur passion. Et c'est vrai que c'est un peu exactement ce que tu décris. C'est que t'étais en mode genre, ah ouais, vas-y, ça a l'air trop cool parce que t'as ton oncle qui t'avait fait tes aventures à la Miyazaki et ça a l'air trop bien. Et puis t'arrives et t'es en mode genre, ah, c'est l'enfer, j'aime pas ça. Et t'as trouvé le petit truc qui t'a inspiré et qui t'a permis de rebondir. Et je trouve ça assez intéressant. La même personne dit dans le chat, c'est bien inné chez tout le monde, mais beaucoup passent à côté de leur passion, faute d'éveil ou d'écoute de leur propre aspiration. C'est vrai que la rencontre avec la personne qui va comment dire, te guider ou t'ouvrir, t'aider sur ça, c'est vraiment ça qui c'est les rencontres qui vont un peu te pousser vers ça. Moi, je sais que personnellement, ce qui m'a un peu emmené au dev, c'est que justement, j'ai cherché avant. J'avais fait un diplôme moi, de gestion, de management, j'avais fait un bac économique et j'ai vu plein de choses que je n'aimais pas, plein de choses qui ne me plaisaient pas et ça me plaisait pas. Et en parallèle, dans toutes les études que j'ai fait avant, j'étais toujours entre guillemets le geek. Ouais. Le mec en mode genre j'ai un problème sur mon ordi, viens m'aider. Ah vas-y, j'ai besoin d'installer ça, vas-y. La télé elle est pétée, va la réparer. Enfin voilà, c'est le stéréotype, mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le truc, je pense qu'il y en a pas mal d'entre eux. On connaît tous qui doivent connaître ou qui ont connu le mec dans la classe qui était souvent au fond d'ailleurs et c'était lui qu'on appelait pour réparer ces machins là. Et c'est vrai que moi ça a plus été un fil rouge qu'un vrai déclic, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontrais des personnes qui m'ont fait montrer mais regarde, dev, c'est cool, c'est intéressant, ça pourrait t'aider. Ça pourrait pas t'aider, mais ça pourrait être le truc qui te drive, c'est ça, qui te déclic. Et j'avais c'est pas une transition pour ça, mais c'est un peu... on parle donc voilà, d'être passionné, d'être acharné. J'utilise le terme acharné moi-même. Est-ce qu'il y a des moments où dans votre vie ça vous a vraiment été utile? Genre le fait d'être le passionné, en mode genre ah vas-y, faut appeler Lee, faut appeler Vincent pour ça parce que c'est le truc. Est-ce que vous avez eu un moment où vous avez fait la différence un peu avec ça justement? Faire la différence, c'est un bien grand mot, mais c'est clair que y a des sujets sur lesquels où quand tu es tellement passionné, où les autres reconnaissent que tu es un peu la référence, encore c'est un grand mot, les autres ils s'appuient beaucoup sur toi. Et là, c'est clair que c'est aussi un sentiment gratifiant, hein, qu'on puisse dire. Donc oui, ça peut aider. Ouais, parfois, et d'ailleurs, tu aimes enseigner un peu tes connaissances, tu aimes bien transmettre tout ça Alors moi, j'aime bien transmettre. Après, je ne dirais pas que je suis un super enseignant, mais en tout cas, j'aime bien transmettre. J'aime bien justement partager tout ce que je fais. Par exemple, là, je parlais de mon éditeur, parce que moi, je m'en suis fait un custo pour mes besoins. Ouais. Tous mes potes développeurs justement en mission, je leur ai montré à eux tous, j'en ai converti quelques-uns et ça c'est vraiment très cool justement de partager, mais c'est aussi tout un art d'enseigner, de transmettre, parce que moi je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont transmis leur passion justement dans leur manière de m'apprendre, de me driver sur un sujet. Ça peut être sur plein de choses, sur les sciences, les maths, les sciences physiques ou l'informatique. Sur l'informatique, j'ai rencontré des lead devs qui étaient vraiment très inspirants. Quoi. Et ça, c'est clair que c'est toujours un boost de métier. En plus, tu vois, je pense qu'enseigner tes connaissances... Enfin, moi, je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas, ça me permettait d'effacer le voile sur des notions d'informatique que je comprenais même pas moi-même, en fait. C'est clair. Tu vois, là, j'ai fait une mission pendant 2 ans sur du Java. Et à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant, on me demandait moi dans l'équipe alors ça me faisait plaisir parce que je me dis en gros je me sens reconnu comme étant bon, donc ça fait plaisir, tu vois, c'est cool, tant mieux. Gratifiant, et du coup quand en plus après je donnais mes connaissances et que j'enseignais ce que je savais, les gens revenaient toujours vers moi en me disant il y a que toi qui sais bien m'expliquer. Alors là quand on me disait c'est génial, tu te sens puissant, tu te sens comme un lead dev, alors que t'es pas du tout un lead dev mais tu te sens lead dev, tu vois, tu te dis ok je suis fort, c'est cool. Et puis après quand t'expliques les choses, même en expliquant, tu te rends compte que toi-même, tu sais, c'est un peu comme quand tu es bloqué sur un problème. Tu vas avoir un lead dev, tu lui expliques ton problème, et le fait de le dire à haute voix, bim, tu as la solution. Ça t'ouvre certaines vannes. Et c'est pour ça que j'aime bien enseigner, parce que des fois,
dans tout ce que tu enseignes, on va dire que tu maîtrises 80%, et ben le fait d'enseigner, tu vas comprendre les 20% restants. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça. C'est un peu le rubber duck decoding ou debugging, pardon, où en fait tu vas parler à voix haute et tu vas te rendre compte que ça t'explique ton code en fait. C'est vrai que la transmission, ça aide un peu à nourrir la passion et juste ta vie de dev au quotidien. ouais. Puis même, tu reçois des questions où tu t'attends pas, et là, Ouais. tu te dis, ah, mais Mais c'est vrai. pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pas. Ça m'est arrivé jamais tellement de osé. fois où Ouais. j'arrive sur un sujet, je maîtrise vraiment bien, et là, je tombe sur une question, et je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi? Clairement, ça t'enrichit, ouais. Non, En vraiment. plus, ce qui est fou des fois, c'est que tu sais, t'es sur un truc, tu bosses sur tes propres tickets dans ta mission, et des fois, un de tes collègues vient te poser une question, mais un truc qui te colle, qui te sèche. Mais le truc, c'est que du coup, ça te sèche, donc tu dis, je veux la réponse. Je Ouais, veux la réponse. clairement. Et donc là, tu lâches tout ce que tu es en train de faire. Le mec, il dit, non, mais attends, je veux pas te déranger. Non, mais je m'en fous. C'est bon, je vais t'aider. Ouais. On est tous pareils, en fait. Ouais, c'est- Je m'en- Après, c'est tant que ton boss veut bien. Parce que, Ouais, pourquoi aussi. t'as lâché ta tâche? C'est vite un problème. On a une question dans le chat de Kickerbash qui demande: est-il possible de reconnaître un dev passionné grâce à un profil LinkedIn ou un CV? Et je trouvais la question intéressante Ah parce ouais, que ouais. t'as cité GitHub, t'as Ouais, cité ouais. des projets perso, des trucs comme Mm. ça, des trucs comme ça. Euh, j'ai envie de répondre non Ouais, moi pour aussi. la plupart. Mm. Et pas spécialement pour tout ce qu'on a dit, c'est juste parce que la plupart des devs que je connais, les LinkedIn, ils Ils les s'en mettent foutent. pas à jour. Il y a Leur rien CV, sur c'est en mode LinkedIn. C'est genre, clair, ils s'en ouais, foutent. vas-y, mon CV, j'ai pas envie de le faire. De toute façon, on va me demander de le remettre sur le site 14 fois si Ouais. jamais je postule. Et même chose, LinkedIn, c'est généralement, on va être sur le assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on met vraiment ses expériences et des lignes de description. Aujourd'hui, tu as des IA qui t'aident à faire ça, donc ça va être de pire en pire. Mais De j'ai mieux envie en de mieux. j'ai envie de répondre non, mais je pense que tu as forcément des mecs qui sont déter et qui notent tout sur LinkedIn. Ouais, Je dirais plutôt pas. regarde ton GitHub, mais même ça, c'est pas un... Ah, sur le GitHub, tu peux quand même voir la Ouais. fréquence des commits, Ouais, la c'est clair. diversité des projets. Ouais, mais après, C'est t'as quand des même mecs un qui font ça en full indicateur. privé, Hein. quoi. C'est ça. Le truc, c'est Et qu'il du y en coup, a qui le c'est font en pour ça. privé. Donc, Moi, je pense que tu peux pas. Ma réponse à la question, ce sera non. Je pense que c'est vraiment un truc que tu le vois. Enfin, tu peux, mais la plupart des gens, c'est quand tu les rencontres, tu vois Alors, la ouais. petite Alors, étincelle. Quoi. moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je pense qu'à je vais prendre exemple, mon profil LinkedIn, tu vas dessus. Concrètement, tu te dis pas Vincent Darc, c'est un passionné. Tu te dis pas ça. Tu te dis Ouais, juste, regardez bah pas ok, bien il non fait plus, du dev depuis 4 ans. Avant, il faisait pas de dev, donc maintenant, il en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, j'ai plein d'étudiants ou d'alternants qui m'ajoutent. Je me dis, bon, peut-être qu'ils espèrent de moi que je leur retrouve, enfin, que je les aide à trouver. Enfin, tant mieux, je peux les aider si je peux, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais quand je regarde mon profil, je me dis, mais il n'y a rien qui indique que je suis forcément bon. Enfin, que voilà. Juste si je mets mon profil GitHub, là, on va voir mes projets perso, on va se dire, ok, le mec, tous les week-ends, il se bute le crâne, ok, et on va le voir, c'est sûr. Parce que bon, j'ai des trucs qui sont pas privés, donc tu vois bien que je bosse le week-end, mais sinon, ouais, non, ça se voit pas, quoi. ouais, C'est non, invisible. clair. Mm. Pareil, hein, moi, sur mon LinkedIn, je sais pas depuis quand je l'ai mis à jour. Hein. Ça se compte en années. Hein. Je sais moi, pas je depuis suis quand pareil, ouais. j'ai pas touché, quoi. Mais donc, ouais, non, c'est vrai que ça reste difficile de voir qu'un dev est passionné sur son LinkedIn. Après, c'est vrai que sur son GitHub, ça se voit un peu plus quand même. Hein. Ça reste, C'est ouais. clair que si tu vois qu'il commit tout le temps, qu'il est sur des sujets totalement différents, ouais, non, là, ça peut se voir. Mais après, ouais, ça reste quand même difficile. Hein. Ouais. Moi, ce serait plutôt ça la réponse à la question au final. Ouais. Ne regardez pas LinkedIn, regardez plutôt GitHub. Ouais. C'est mieux pour les devs. Et ça reste un indicateur. Hein. Ça reste un va indicateur. pas dire il est passionné. Hein. Peut-être que c'est autre chose. Mais... Mm. Et on a une autre question toujours de Kickerbash qui nous demande comment expliquer qu'un dev passionné puisse aussi perdre le goût de son travail, de son activité. Et je pense que c'est un peu comme tout par rapport à ça. Quand on fait un burn-out, par exemple, c'est pas parce qu'on déteste ce qu'on fait, c'est juste parce qu'il y a tout un contexte autour qui rend les choses difficiles. Absolument. Donc, un mec passionné de dev peut, à mon sens, perdre sa passion. Et c'est ok, parce que c'est comme tout, en fait. Dans la vie, il y a des moments où tu es passionné. Tu sais, c'est un peu le stéréotype du gamin qui est toutes les 3 semaines, il a une nouvelle passion entre les Yu-Gi-Oh, les Pokémon et les billes, quoi. Mais, pas sûr qu'on joue encore aux billes aujourd'hui, peut-être que je suis un peu vieux, désolé. Ah, peut-être que si. Mais, et
Et c'est vrai que c'est passion. La passion, c'est des trucs qui sont passagers, qui peuvent être passagers. Ouais. Et c'est une parfaite transition pour une autre question que je voulais poser, du coup. Est-ce que vous voyez, du coup, vous être dev toute votre vie, ou est-ce que vous imaginez qu'à un autre moment, vous allez passer à autre chose et faire autre chose? Ouais, comme j'ai dit, c'est en dents de scie. Des fois, je suis vraiment à fond sur un truc, et parfois, je peux rester une semaine où voilà, je vais développer quand je suis au travail, et quand je rentre chez moi, je dev plus. Mais moi, à ce stade de ma vie, je me dis que je vais continuer à développer pour toujours, quoi. Même si c'est que pour moi, ça m'intéresse beaucoup trop. J'ouvre mon YouTube, il n'y a que des vidéos comme ça. Sur Twitter, tu suis que des devs. Tu t'ouvres Reddit, tu n'as que ça. Donc, Programmeur humour. Donc, ouais, clairement. Donc, non, après, ça ne veut pas dire que ce sera ma réalité dans 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis que c'est ce que je continuerai à faire pendant encore plein d'années, quoi. Ouais, moi, c'est un peu pareil que toi, c'est-à-dire que en plus, j'ai des phases aussi. Hein. C'est vrai que des fois, ça m'arrive de passer 2 semaines sans coder du tout sur mes projets. Voilà, je rentre du travail, ou même des fois, je suis en télétravail, et enfin, souvent même, dès que je coupe l'ordinateur du travail, je me dis. Envie de coder ce soir? Non, là ce soir, envie de glander sur Netflix. Là, tu vois. Mais c'est bien, voilà. ça, c'est Ouais, bien d'avoir. C'est ça, C'est totalement ça. Je suis d'accord avec ça. Et puis après, bah, là, des fois, c'est vrai que je me dis aussi, ça fait 2 semaines que j'ai pas codé. Ok, mec, là, reprends un peu ton projet quand même, tu l'abandonnes, tu vois. Et quand je regarde après, parce que des fois, il y en a qui sont en prod, tu vois, je les regarde en prod, je me dis, en plus, ça c'est moche, ça va pas, ça va pas non. Bon, allez, hop, c'est parti, on va refaire tout ça, tu vois. Et là, la fusée est repartie, quoi. Mais je pense que, ouais, c'est. Moi, je coderai toute ma vie, je pense. Je pense, hein. Après, on sait jamais de quoi ça va venir. Hein, voilà, c'est bien, parce que je suis un peu entre vous, un peu Enfin, moi, je suis pas vraiment pareil. Moi, je me dis, en vrai, j'aime tellement explorer plein de trucs que je pense pas que je serai dev à 100% toute ma vie, mais qu'il y aura toujours un morceau de moi, de ça en moi, en fait, qui va vibrer. Genre, parfois, je suis en vacances et genre, ça va faire 15 jours et pendant 15 jours, j'ai pas dev parce que je suis à l'étranger, je fais autre chose. Mais régulièrement, je verrai des petits trucs qui bug et je suis en mode genre, ah, ça c'est marrant, c'est un truc à la con, une caisse à McDonald's qui plante, un truc dans la vie de tous les jours, tu vois, je me dis, ah ouais, ça je pourrais l'automatiser. Ah, mais pourquoi ils n'ont pas un site comme ça? Ça serait tellement simple à mettre en place. Et j'ai vraiment ce truc dans ma tête qui tourne un peu toujours en mode genre, tu peux toujours automatiser les choses. Pourquoi ce problème il est là? C'est pas compliqué à résoudre ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je parlais avec un ami développeur il y a quelques semaines à l'étranger, et je lui parlais en me disant peut-être qu'ils ont une vision différente là-bas, et je lui disais, ouais, est-ce que toi aussi tu te dis, ah vas-y, dans 15 ans de toute façon, j'aurai ma ferme au milieu de nulle part et j'aurai mon truc. Et le premier truc qu'il m'a répondu, il fait, ouais, c'est marrant, tu sais que je me suis déjà posé cette question, mais surtout le premier truc que je me suis dit, c'est comment je pourrais automatiser ma ferme. Et c'est vraiment le développeur qui revient en mode genre, même s'il a un fort appel à la nature, en mode genre, vas-y, je lâche la ville, je lâche la technologie, il y aura toujours quand même ce fond de cœur de développeur qui sera là, quoi. Ouais, j'avais une autre question dans le chat, on a un peu dérivé depuis qu'elle est passée, c'est est-ce que la passion doit être un des critères principaux de recrutement dans une équipe de dev? Une question de Sonny Tizzy qui me montre ça. J'ai envie de dire non, parce que honnêtement, si c'est pour recruter dans une équipe de dev, t'as des mecs qui vont pas être des passionnés, mais qui vont être excellents, quoi. Et puis it's ok, quoi. Genre, si t'es pas passionné, it's ok, y a pas de souci. C'est pas grave, en fait. Tout le monde n'est pas passionné de son taf, tu vois. Pour certains, le dev, ça va être un taf. C'est ça. Moi, je pense que ce serait une dérive en vrai de se dire on va recruter que quelqu'un qui est passionné. Et puis, comme j'ai dit, en fait, quand tu es dans une équipe, c'est une équipe à la base, c'est le mot. Donc, tu as envie d'être dans une équipe où tu te sens bien. Personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui est passionné, mais qui est fermé sur ses idées, qui est tellement passionné ou peut-être se sentir supérieur, etc., avec qui ça va être dur de s'entendre ou quoi que ce soit. Donc non, moi je pense que faut pas non plus être passionné pour se faire être qu'avec des acharnés qui lèvent tout le week-end comme Vincent. T'imagines, tu pars en week-end 2 jours là, avec ta famille, tu reviens, il y a 40 commits, t'es en retard, ça peut être l'enfer, t'as des contextes. Non, je pense que comme dans tous les domaines, plus de diversité c'est mieux.
Donc avoir des mecs passionnés, avoir des mecs qui sont passionnés d'autres choses, avoir des mecs qui ont des visions et vraiment même avoir des mecs, c'est ça, qui ont des passions sur d'autres trucs. Parce que tu vas avoir un mec qui va avoir une passion de l'architecture et de la peinture du début du siècle et ça pourra l'inspirer pour son interface, pour ci, pour ça. Ce sera une autre façon de penser, une autre façon de construire et du coup ce sera toujours positif, plus de diversité. Donc des mecs passionnés à différents niveaux et passionnés de différentes choses. Mais en plus, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que la diversité, ça amène de la créativité, je trouve. Tu vois, en gros, quand tu vas sur plusieurs domaines, moi, je sais que là en ce moment, je suis en train de m'intéresser à l'histoire de la France. Je suis français de base, mais j'ai jamais été vraiment particulièrement intéressé. Et là, j'ai relu la Révolution. Et en fait, si je parle de ça, c'est juste parce qu'en fait, le fait ouais, parce que ça n'a rien à voir, rien à voir du tout. Mais le fait d'aller sur un autre domaine, des fois, ton cerveau il switch. Et le fait de switcher, tu vas penser à d'autres trucs, et en fait, des fois, ça peut t'amener des idées et de la créativité en plus. Des nouvelles structures. Et voilà, exactement, des nouvelles structures, et ça permet, enfin, va dans un musée, va regarder de la peinture, ou de la sculpture, ou ce que tu veux, ou juste va marcher dans la rue, et c'est très important ça, si tu veux avoir des bonnes idées, marche dans la rue des fois, évacue un peu le fait que tu sois resté trop longtemps sur ton ordinateur, tu vas dans la rue, tu marches un peu, et tu parles avec quelqu'un, tu balades avec quelqu'un, et là, bim, les idées, elles fusent, et voilà, enfin, c'est comme ça que ça vient, je pense. Mais bon, voilà. Mais au final, les domaines, ils se rejoignent très souvent. Ouais. Qui n'a pas fait de parallèle entre la vie réelle et le dev C'est clair. Peut-être que nous, on est programmés, ou même l'intelligence artificielle, à la base. Ça s'inspire beaucoup du vrai fonctionnement du cerveau humain. Donc en fait, oui, non, c'est clairement un enregistrement de prendre des idées ou des concepts de tout ce qui est extérieur. Ouais, moi, c'est un des trucs qui me drive aussi dans la vraie vie, c'est de voir que mon projet, il est ancré dans quelque chose de réel. Parce que du coup, je vois les conséquences entre guillemets de mon dev, c'est-à-dire que je comprends que ce que je fais, même si c'est un truc qui est virtuel, tu parles de sens, ce que tu fais. voilà, ça crée, et c'est vrai que ça aide aussi à la créativité. Parce que voir dans quel contexte il est appliqué, bah, c'est important. Et c'est ça aussi qui peut driver les équipes ou me driver moi en tant que dev. Je viens de voir dans le chat qu'on a un petit bonjour de la communauté de Adopte un Dev. Donc merci de nous rejoindre. J'espère que l'émission vous plaît. Émission d'ailleurs où il nous reste à peu près 5 minutes. Et j'avais une dernière question à vous poser. Moi, on m'a toujours dit qu'être passionné, on l'a dit tout à l'heure, c'est transmettre. Tu vois. Moi, je sais que dans ma famille, les passions que j'ai en dehors du dev, c'est des trucs qui m'ont été transmis par ma famille. Même le dev m'a été transmis en partie par ma famille. Toi aussi, tu me l'as raconté. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez bien fait. Je pense que vous avez bien transmis votre passion, vous avez bien entendu. Est-ce que, déjà, ça vous a plu? Et surtout, est-ce que vous avez envie de faire ça plus souvent? Est-ce que c'est un truc qui, en tant que passionné, ça vous a réveillé un truc en vous Et à un moment, vous vous êtes dit, ah ouais, franchement, j'aimerais transmettre plus? Alors, moi, j'ai eu ça, mais j'ai pas eu un déclic où je me suis dit, faut que je transmette plus. En fait, justement, quand t'as des réussites, t'as souvent envie de les montrer. Tu vas pas les cacher. Après, ça dépend de la personnalité, mais en tout cas, moi, quand je réussis quelque chose, j'ai envie de le partager rapidement à quelqu'un, justement, savoir ce qu'il en pense, etc. Et en vrai, ça se fait comme ça, en fait, de manière très naturelle, en fait. Dès que t'as des succès, t'essayes de les partager, de les transmettre, et puis aussi prendre les feedbacks des autres aussi, c'est très important, en fait. Alors ça, je me suis rendu compte au fil du temps que, en fait, on peut partir sur une direction, on se dit, c'est la meilleure direction, et au final, t'as une petite question ou une petite pensée qui te chamboule tout, quoi, qui te refait penser à tout ton modèle, t'as envie de tout reprendre dès le début, etc. C'est ça, avant qu'il explose. Ouais, c'est ça. Un nouvel univers qui s'ouvre à toi. Toi, Vincent, est-ce que transmettre, c'est un truc que t'aimerais faire plus, t'aimerais faire plus, je sais pas. En fait, je me rends pas vraiment compte de comment je peux transmettre, enfin comment je transmets actuellement, tu vois, dans ma mission, je pense pas, parce qu'en fait, moi, je suis le seul front dans ma mission. Après, je parle pas spécialement avec d'autres développeurs de projets. Moi, j'aime bien rester dans ma petite bulle, tu vois, faire ce que j'aime. Je continue mes projets perso où je fais du front et du back, et puis là, dans ma mission du front. Et non, j'aime la transmission. Mais c'est pas ma priorité, quoi. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un a besoin d'aide, je vais l'aider avec grand plaisir, bien sûr. Mais je vais pas chercher absolument à transmettre des connaissances, quoi. J'aime bien faire des choses, je les mets en ligne. Et alors par contre, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'évite de faire de la publicité pour ça, parce qu'en fait, j'ai tellement peu confiance en ma capacité à faire des trucs beaux
que du coup, dès que c'est en ligne, je me dis, ouais, mais à mon avis, ça doit pas être très beau, je vais pas le montrer aux gens, ils vont se dire, ouais, mais mec, t'es développeur, et ça, c'est super crade ce que t'as fait, quand même, tu vois, donc bon, voilà. Mais c'est que t'as pas vu les plus gros projets à l'origine, ils étaient tous, tous un peu moches. Quoi qu'il arrive, bah là je pense que en vrai vous avez bien partagé. On arrive à la fin de l'émission, donc là je pense qu'on peut dire que vous avez pas mal partagé votre passion. Moi quand je vous écoute en tout cas, je la sens. Je la sens. Donc je vais vous remercier en tout cas d'avoir partagé ça avec nous Avec ce grand soir. plaisir. C'était vraiment Merci. chouette. Et puis merci au chat qui nous a suivis, qui nous a posé des questions, c'était chouette. Et merci aussi à la régie Estelle et Nas qui nous ont accompagnés pendant cette soirée. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous et je vous dis à la prochaine émission Refacto le mois prochain. Merci beaucoup. Bye. Bonne Merci soirée. tout le monde. Ciao.